Bonjour à tous. Donc, on est réunis aujourd'hui pour une petite conférence autour des études en histoire et en histoire de l'art, et on vous dira un mot aussi sur l'archéologie. Donc, je vous présente les différents intervenants. Donc, Monsieur Mian, j'espère que je n'écorche pas votre nom, donc qui est maître de conférence en histoire de l'art contemporain. Monsieur Lemoine, qui est maître de conférence en histoire contemporaine. Mathis Perret, qui est étudiant en histoire. Et puis peut-être que dans le courant de la présentation, nous aurons une étudiante en histoire de l'art en visio. Et donc moi-même, qui suis Valérie Dormocrage, je suis conseillère chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Alors Cap Avenir, en quelques mots, c'est important que vous le connaissiez en tant que futur étudiant, c'est le service d'information, d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'université. C'est-à-dire que Cap Avenir a pour mission d'organiser tout un tas de manifestations pour faire découvrir l'université. Et puis, on travaille également sur l'accompagnement des étudiants en orientation tout au long de leur cursus universitaire, ou bien quelquefois aussi en réorientation. Donc voilà, je vous présenterai tout à l'heure en fin de séance quelques outils sur le site de Cap Avenir qui peuvent vous être utiles en tant que futur étudiant. Voilà, et pour le moment, je vais laisser la parole à Monsieur Lemoine qui va vous présenter les études en histoire, et il va sans dire que toutes les questions, enfin n'hésitez pas, vous êtes là, vous êtes peu nombreux, donc vous allez pouvoir poser les questions que vous vous posez. On est là pour essayer d'y répondre au maximum, donc on vous laissera la parole sans hésitation tout à l'heure. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Lemoine. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre présence ici aujourd'hui. Donc, je vais donc vous parler un petit peu, une vingtaine de minutes en fait sur le département d'histoire. Donc, je suis Frédéric Lemoine, je suis responsable cette année du département. Donc, je suis enseignant-chercheur en fait. Donc, j'interviens essentiellement en licence, en première année, en licence à Brest, à Quimper. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'être aussi d'intervenir en histoire de l'art. Donc, on est un peu présent sur ce terrain. Alors, le but de ma communication aujourd'hui, c'est de vous informer à la fois des grandes modalités pour entrer dans ces études d'histoire, et ensuite, j'évoquerai un petit peu le contenu de la formation. Les années suivantes, la L2 et L3, si vous voulez. Et puis, je terminerai par les débouchés, en fait, très simplement, pour clore l'exposé. Alors, concernant donc la phase actuelle dans laquelle vous êtes, pour la plupart d'entre vous, donc la phase Parcoursup, les études d'histoire sont donc une formation non sélective à Brest, c'est-à-dire que tout lycéen qui demande une place donc, à l'UBO la recevra. En effet, vous avez dans les pages de Parcoursup, les pages d'information de Parcoursup, vous avez donc la capacité d'accueil. La capacité, elle est actuellement fixée à 200 places. L'année dernière, à Brest, pour vous donner un exemple, on avait à peu près, on a 170 inscrits. Donc vous voyez, il y avait de la place encore pour 30 personnes. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on a 100% de possibilité d'accueil. Il en est de même à Quimper, puisque les chiffres sont de 75, pour 75 fixés, 75 places fixées, et donc on a là aussi par alien, on a 100% d'accueil. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est non sélectif, dans le sens de Parcoursup et dans le sens de notre capacité d'accueil. Alors, de ce point de vue-là, je précise aussi que, comme
vous le savez certainement, il y a deux antennes de l'UBO, deux antennes, enfin, la filière UBO a deux filières, pardon, l'UBO a deux filières, donc à Quimper et à Brest. Et en réalité, on va voir les différences entre les deux sites, mais il y a une proximité en histoire, c'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a un département d'histoire à Brest et un département d'histoire à Quimper, et à ce titre, c'est la même formation, hein, la même unité. Alors je reviens un petit peu à cette idée, hein, de Parcoursup. Donc à l'issue de la phase de Parcoursup, vous avez deux types de réponses qui sont données aux lycéens, hein, ceux qui sont encore lycéens mais qui vont devenir étudiants. Une réponse qui va être la réponse affirmative directement, le dossier est accepté. Ou alors vous allez avoir une deuxième réponse qui est la réponse qui est dénommée ainsi, le oui-si. Alors l'important c'est bien sûr la première partie de la réponse, le oui, hein, qui est donné. Mais le si, ça représente quoi? C'est en fait, à l'issue d'une commission qui se réunit durant le printemps, vous allez avoir la distinction des dossiers entre ceux que l'on accepte de manière enfin, sans restriction, et le si, ça désigne en fait les lycéens qui vont avoir une sorte de remédiation au courant de l'année. Une remédiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, par exemple, c'est quelque chose qui va se passer de manière hebdomadaire, hein. Chaque semaine, il y aura par exemple 2 heures consacrées à une aide orthographique, par exemple, pour les personnes qui sont destinées à cela, ou alors une aide méthodologique. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, les étudiants qui sont concernés suivent la même formation que leurs camarades, mais eux, ils auront 2 heures de plus pour l'accompagnement méthodologique, hein, avec des enseignants qui vont plutôt travailler la méthode ou l'orthographe, hein, avec des remédiations qui existent aussi de ce point de vue-là. Donc voilà un peu le système, et puis expliquer en fait cette affaire-là qui peut peut-être perturber, en tout cas interroger les lycéens en se demandant, mais c'est marqué non sélectif et puis on a 2 types de réponses. Donc toujours est-il que c'est pas quelque chose qui doit vous perturber, c'est quelque chose qui est établi depuis quelques années maintenant à Parcoursup, et puis c'est quelque chose qu'on met en pratique après pour faire le lien entre une phase de repérage et en réalité un accompagnement dans l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, s'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir. Alors, donc le terme de formation non sélective se comprend en réalité par rapport donc aux demandes et à la réponse aux demandes que l'on fait, hein, à l'issue de votre phase de vœux. Donc à ce titre-là, répétons donc que les étudiants peuvent être accueillis, hein, comme ils le souhaitent dans cette université. Alors vous remarquez un peu les chiffres déjà un petit peu qui sont évoqués, les chiffres d'étudiants. Le nombre d'étudiants, c'est quelque chose de taille raisonnable, hein, dans le cadre, dans le cursus, dans l'environnement universitaire français, notamment par rapport à d'autres universités, hein, qui existent, notamment je pense à celle de Rennes, à Bretagne, qui a des effectifs plus conséquents. À Brest et Quimper, on est en fait dans une taille qui reste en fait une taille intéressante, hein, à mon sens, parce que c'est à la fois des effectifs quand même, vous n'êtes pas seul, hein, quand vous faites des études d'histoire, hein, mais vous êtes dans une des formations à la faculté des lettres qui est quand même importante, hein, je crois, dans la 2e ou 3e position dans les formations, mais vous n'êtes pas non plus avec des effectifs pléthoriques, d'autant que
le système est le suivant, hein, comme vous le savez peut-être, les effectifs, par exemple, quand vous entrez en L1 histoire, vous avez un effectif global que vous rencontrez alors dans ce qu'on appelle les cours magistraux, hein, dans les CM, où les étudiants sont présents dans un amphithéâtre pour suivre un cours donné par un enseignant. Mais en réalité, vous avez également, et c'est d'ailleurs plus dans l'emploi du temps, plus vous avez davantage d'heures dans ce cadre, vous avez aussi ce qu'on appelle les TD, les travaux dirigés. À l'université, c'est un vocabulaire qui est important à comprendre. Le TD, c'est en fait, vous êtes étudiant dans un groupe, une quarantaine d'étudiants, qui suivent en fait une formation donc adaptée, donnée d'ailleurs par l'enseignant qui fait le corps magistral, en amphi, mais là vous êtes plutôt dans une classe, hein, on va dire, vous l'avez eu au lycée, pour travailler sur essentiellement sur des commentaires de sources. Hein, j'expliquerai peut-être ça si vous avez des questions aussi spécifiquement sur l'enseignement donné. Voilà. Alors, ceci donc nous amène à présenter les parcours qui sont donnés à Brest ou à Quimper. Je reste sur le domaine de l'histoire, hein, parce que tout à l'heure vous aurez une information sur l'histoire de l'art. Donc à Brest, tel que l'on voit d'ailleurs par Parcoursup, vous avez un intitulé d'histoire, hein, comme il est spécifié, donc, qui se décline généralement tel que Parcoursup en tout cas le décline en deux mineurs, enfin deux orientations. Alors, les mots hein, sont plutôt, on pourrait dire, spécialité, si vous voulez, hein, ou dans un cadre, on désigne ça comme non mineur, et on pourra expliquer cela. Donc, histoire, orientation ou mineur ou spécialité géographie. Et le deuxième intitulé est celui-ci, donc histoire, mineur, sciences politiques. C'est celui, par exemple, que vous avez lorsque vous allez sur la page de Parcoursup actuellement, vous avez ces deux intitulés. À Quimper, vous avez intitulé Histoire, donc avec spécialité géographie, ou alors vous avez spécialité Histoire, spécialité art et archéologie, hein, mais on pourra peut-être vous en parler tout à l'heure aussi. Mais c'est comme ça que ça apparaît sur Parcoursup. Bon. L'idée, c'est quand même de comprendre que toutes ces formations, enfin, en réalité, n'en sont qu'une. Hein, c'est-à-dire que soit vous êtes à Brest ou à Quimper pour suivre l'histoire, mais vous êtes tous des étudiants d'histoire quand vous inscrivez en histoire, mais il y a déjà un profilage qui se remarque donc, avec un choix soit de suivre la géographie, soit de suivre plutôt un parcours sciences politiques sur lequel je pourrais revenir d'ailleurs pour mieux vous expliquer. Alors ce parcours existe à Brest, n'existe pas à Quimper, mais à Quimper, ce qui a été développé, c'est vraiment le côté en lien avec la formation d'art et archéologie. Vous voyez, si vous êtes plutôt dans un intérêt pour l'art et l'archéologie, Quimper pourrait mieux convenir à cela. Mais il est tout à fait possible après de rejoindre hein, les formations, il n'y a pas non plus d'obligation de suivre de manière stricte, faire le choix Brest ou Quimper enfin, on peut toujours s'adapter en tout cas, pouvoir trouver une orientation qui aussi nous intéresse. Mais peut-être qu'il y aura des questions sur ce point, je pourrais y répondre. Donc vous voyez les intitulés assez clairs hein, qui permettent donc de comprendre en fait les objectifs de la formation d'histoire. La formation d'histoire, en fait, il y a deux orientations, je dirais.
soit une orientation qui est de suivre une licence qui est reconnue, je veux dire, dans le champ universitaire, c'est-à-dire l'histoire a une place importante en France, hein, dans le champ français, et par ailleurs, c'est une matière que vous connaissez bien depuis le collège et le lycée. Ce n'est pas une matière nouvelle, et à ce titre, il faut considérer l'histoire comme une matière généraliste, qui est une des bases de la culture générale. Donc, il y a des étudiants qui vont choisir l'histoire parce qu'ils connaissent, parce qu'ils l'apprécient, et parce qu'ils savent bien que ça peut être une matière importante de culture générale. Et un étudiant qui souhaite faire des études supérieures, qui souhaite aller en licence, je comprends qu'il choisisse l'histoire comme matière de culture générale et qu'il l'amène à une licence. Ah, vous voyez, on peut faire ce choix simple de considérer l'histoire comme matière de licence, je dirais, en soi. J'allais dire, peut-être, plutôt que j'allais, vous êtes, plutôt que de choisir une licence de droit, vous n'avez jamais fait de droit et vous êtes un peu dans l'inconnu, vous dites, je vais peut-être faire de l'histoire, parce que d'abord j'ai peut-être des bons résultats dans cette matière d'histoire, et puis je sais que c'est une matière générale qui pourra m'ouvrir à pas mal de choses. Donc on peut avoir cette démarche-là dès le départ, je pense, dès la terminale, de penser à ça. Sachant que l'histoire peut être une matière, par exemple, qui va me servir pour un concours administratif, qui peut me servir pour faire, on verra tout à l'heure les débouchés, mais pour entrer, je ne sais pas, en école militaire, etc., etc. Vous voyez, une base. Alors, il y a une deuxième logique qui est présente, c'est celle, en fait, de l'orientation spécifique. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée d'un débouché où l'histoire va avoir un rôle important et même encore plus majeur peut-être que pour les concours. Ça va être, par exemple, vous avez, depuis toujours, vous avez envie d'être prof d'histoire géo. Évidemment, dans ce cadre-là, vous allez choisir des études d'histoire parce que ça va répondre à votre attente. Alors, évidemment, il existe en fait, j'anticipe déjà sur le débouché, mais il existe en fait divers métiers qui attendent en fait une spécialisation en histoire. On va les voir, hein, dans le journalisme ou dans divers domaines, vous pouvez avoir en tout cas cette qualification d'histoire qui va vous intéresser. Je reviendrai peut-être sur les débouchés, parce que j'ai anticipé un peu sur ce domaine. Donc voilà pour ce qui est des parcours qui sont proposés à Brest, dans le sens de l'intitulé. Alors, donc, il faut bien commencer par une première année, qui est celle que l'on propose dans le cadre universitaire national, qui est dans ce domaine de licence générale, qui est une maquette en fait qui a été établie pour plusieurs années, qui est actuellement en cours. Donc, la première année de licence d'histoire, c'est environ, je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que c'est à peu près 22 heures de cours par semaine, pour ce qui est à Brest. L'année universitaire se découpe en deux semestres. Donc, un semestre qui va de septembre jusqu'à décembre-janvier, avec les examens qui se fixent à ce moment-là, et le deuxième semestre qui enchaîne de février à mai environ. Donc il y a à l'UBO 11 semaines de cours, 2 semaines d'examen, que vous répétez 2 fois. C'est-à-dire on est en cours, on est à 22 heures de cours et puis 22 semaines de cours, et c'est pour un peu la
Donc vous voyez un rythme quand même moindre que celui qui est au lycée, en nombre d'heures, mais un fonctionnement qui est très particulier à la faculté. C'est-à-dire que la faculté, ça distingue vraiment, comme vous savez, des IUT ou des BTS ou des classes préparatoires. Ce n'est pas la quantité d'heures qui va être importante, hein, d'heures effectives de cours devant les enseignants. 22 heures, vous voyez, c'est un rythme assez léger. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement universitaire, c'est qu'il y a une grande exigence de travail personnel hein, qui accompagne les heures de cours effectives. C'est-à-dire qu'un étudiant, par exemple, qui se contenterait d'aller en cours, même s'il y a le cliché de ne pas aller en cours qui accompagne la faculté, mais ça c'est autre chose et c'est pas finalement. En fait, quand on regarde bien les étudiants que l'on a, il y a quand même ceux qui sont vraiment dans l'idée d'avoir leur année, ils sont présents en cours et ce n'est pas la question de manque d'assiduité. Il y a donc la question de la présence qui est importante et aussi la question de se dire qu'en fait, un cours de faculté, il doit être travaillé en fait. Je ne vais pas vous donner un horaire forcément précis, mais le cours, les 22 heures de cours hebdomadaires, en fait, ils doivent facilement peut-être être multipliés par 2 ou 3 de travail effectif, quoi, pour avoir une réalité qui va être celle de la faculté. En fait, il y a peu d'enseignement, mais c'est assez dense. Et par ailleurs, il faut travailler dans un rythme. Il faut préparer son cours. Je dis 1 heure de cours, 2 heures de travail personnel, je dis 3. Ça dépend aussi des moments. Alors, concernant donc l'organisation de cette première année, vous avez un calendrier. On peut accéder, si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder au calendrier en fait, de cours. Hein, je n'en ai pas mis là, mais de l'extérieur. En fait, sur le site de l'UVO, vous avez quelque chose qui s'appelle l'ENT. Hein, vous pouvez accéder aux horaires des étudiants de l'histoire et des enseignants et des étudiants d'histoire. Alors, l'organisation de la première année de licence, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé en fait hein, à l'UBO, dans un sens à la fois d'accueil des étudiants qui sont vraiment sûrs de leur choix d'orientation, mais aussi on a quand même un souci d'accueillir des étudiants qui ont des incertitudes d'orientation. En effet, après la phase de Parcoursup, il y a plusieurs cas qui se présentent. Des étudiants de l'UBO qui, par exemple, commencent dans une filière UBO et se disent finalement, j'ai plus d'appétence dans une autre. Ça arrive. Hein. Alors là, au cours du premier semestre, en fait, on a un système d'inscription qui peut en fait s'enchaîner. Hein, c'est-à-dire, cette année, j'ai pris la direction d'histoire et j'ai eu pas mal de demandes. Alors, il se trouve que c'était des demandes, je vais dire, pour nous, c'est-à-dire des étudiants qui commençaient les études et qui m'ont demandé en septembre, octobre, d'intégrer la filière histoire. J'ai pu leur dire oui, surtout à partir du moment où ils étaient en fait inscrits à l'UBO. Donc j'ai eu des étudiants de l'IUT qui me demandaient en fait, qui m'ont dit clairement, le choix d'histoire, je ne l'avais pas fait en Parcoursup, je ne l'ai pas fait pendant le Parcoursup, j'ai choisi d'aller en IUT. J'ai commencé l'IUT et puis en fait, les formations, ce n'était pas fait du tout pour moi, soit parce qu'elles étaient trop précises, trop techniques, enfin diverses raisons. Et donc, j'ai pu accueillir ces étudiants-là en premier semestre, parce qu'en fait, ils avaient demandé une nouvelle orientation. Ça permet en fait aussi de dédramatiser Parcoursup, parce que c'est un choix qui semble
qui sont complètement engagés une vie entière, mais en réalité, il y a moyen de, non pas de contourner le système, hein, c'est pas du tout ça, mais de voir qu'on n'a pas forcément réussi enfin, réussi non, on a envie de changer, de faire un nouveau choix. Donc il y a des possibilités de réorientation. Alors évidemment, ça se passe surtout au premier semestre, puisque en fait, le système d'examen fait que quelqu'un qui peut en effet arriver au deuxième semestre, au début du deuxième semestre, lui aura à repasser les examens du premier semestre. Donc, ça sera plus compliqué, mais il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui commencent au début du deuxième semestre à s'inscrire dans la filière histoire. Mais il y a, par exemple, chaque année, il y avait des étudiants de médecine qui arrivaient en histoire. Au début, après les examens difficiles de médecine, on se retrouvait avec un certain nombre d'étudiants qui, traditionnellement, commençaient en histoire et dans ce cadre-là. Alors, dans ce but-là, il y a vraiment on essaye quand même d'accompagner les étudiants, alors à la fois ceux qui sont évidemment engagés dans leur filière, dans la filière histoire et qui veulent y rester, enfin qui n'ont pas de doute là-dessus, mais aussi des étudiants qui souhaitent intégrer. Bon, le départ, je n'ai pas connaissance de beaucoup de départs, en tout cas dans ce cadre-là, mais c'est possible de le faire par exemple à la géographie ou des choses comme ça qui pourraient intéresser davantage Alors la première année, ce que l'on vise, hein, c'est surtout d'intégrer les étudiants et aussi de les accompagner d'un point de vue de méthode, hein, c'est vraiment l'objectif, parce que en première année, l'idée en fait c'est 1 heure de CM, 2 heures de TD, parce que 2 heures de TD c'est en fait l'accompagnement méthodologique en fait. Hein, c'est là que se fait l'accompagnement méthodologique. Donc le cours de CM c'est ce que je fais là, c'est-à-dire parler et les étudiants vont noter, poser une question éventuellement, mais c'est pas ça, c'est plutôt un enseignement vertical, on va dire. Alors que le cours de CD, pardon, c'est beaucoup plus horizontal, c'est beaucoup plus dans l'échange, notamment parce que c'est des exposés, hein, et donc on est dans un cadre d'accompagnement, et c'est là que se fait l'accompagnement méthodologique, en plus de matières qui peuvent spécifiquement être méthodologiques, notamment pour la remédiation. Alors, concernant, je vais peut-être aller vite, mais après, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Donc, la question de la licence, la licence 1 est alors évidemment, est une entrée dans le monde universitaire, donc c'est une année importante. Elle n'a pas le même enjeu, évidemment, je dirais, que dans d'autres formations ou près, hein, qui sont bien entendu sélectives. En histoire, j'allais dire, il y a un enjeu évidemment important en L1, mais il n'y a pas une sélection drastique dans cette année-là. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, personne en histoire va vous dire, la L1, attention, c'est une année de tous les risques, hein, où vous allez, je ne sais pas, on pourrait dire, un quart de l'amphithéâtre va avoir son examen et les 3/4 ne l'auront pas. Ça ne sera jamais dit. Hein, qu'il y a des étudiants qui redoublent, oui, mais c'est souvent des étudiants. On a le droit de redoubler, il y a diverses circonstances qui peuvent l'expliquer, évidemment. On remarque très souvent quand même que nos étudiants qui redoublent, ce sont des étudiants qui vont aller au bout de leur licence. Hein. C'est pas, il peut y avoir un souci de démarrage, et parfois c'est même peut-être bien de le faire pour avoir mieux avancé dans la chose. Mais c'est pas une matière qui est extrêmement sélective, hein, par rapport à d'autres. Donc les taux de réussite,
ils sont difficiles à donner aussi parce qu'il y a en fait la question de l'assiduité qui est primordiale. C'est-à-dire que on peut donner un taux, par exemple, je ne sais pas, de 60% de réussite, mais c'est un taux qui ne me paraît pas totalement crédible parce que est-ce que les 60 étudiants qui réussissent, bon, eux, on sait qu'ils ont été assidus, mais les 40 qui ont raté, on imagine que parmi ces 40, une grande partie, c'est pour des manques d'assiduité ou alors du découragement. Ça peut exister aussi pour le deuxième semestre. Il y a parfois un effet de fatigue chez les étudiants qui peut exister au deuxième semestre avec des doutes, etc., qui sont assez, enfin, je dirais qu'ils sont assez courants même en première année. J'ai quelques expériences, personnes que je connais qui ont exprimé ça. Alors le mieux, c'est, moi ce que j'aime bien, c'est surtout de voir les étudiants qui reviennent en me disant, je préférerais qu'ils soient en L2 évidemment, mais j'aime beaucoup les étudiants de L1 qui viennent me voir en début qui reprennent, me disent, bon, j'ai eu des grosses difficultés au L2, au deuxième semestre, mais là je suis reparti. Et là, on en a beaucoup qui sont dans ce cadre-là, et enfin, en tout cas, ils sont c'est des étudiants qui ont toute notre estime, évidemment, parce qu'ils repartent, et souvent ils ont bien compris, en fait, par eux-mêmes, ce qu'ils avaient raté. En fait, c'était davantage, c'est souvent des raisons, c'est souvent les étudiants qui on lâche un peu, pour diverses raisons, qui lâchent un peu la motivation. Bon, on pourrait expliquer un peu ce côté-là, peut-être par une question d'âge aussi, je ne sais pas, d'interrogation. Bon, alors une fois passé la L1, on est L1, donc un peu un fonctionnement, j'allais dire, particulier, enfin, plutôt méthodologique, et après vous êtes en L2, hein, vous passez le L2, et en fait il faut vous dire que la L2 et L3 sont un fonctionnement similaire. Alors, il est ici, donc, la L2 va être aussi dans la continuité de la L1. C'est une année où vous allez, d'une certaine façon, davantage vous spécialiser déjà dans un parcours. Alors, parce que la L1, on considère que c'est quand même, on a une démarche quand même de front commun. Même si c'est vrai que les étudiants qui se destinent à la géographie ont un enseignement de géographie plus élaboré. La L2, ça va être plus intéressant, enfin ça va commencer à être plus spécifique, notamment pour le parcours sciences politiques, qui va être là beaucoup plus, qui va avoir des cours spécifiques, qui sont des cours alors de sciences politiques en sens strict, mais aussi des cours de sociologie, de géopolitique, voire de droit constitutionnel aussi, hein, qui existe en L3, mais on pourra en reparler. En fait, si vous voulez, les étudiants en L1 qui suivent cette filière sciences politiques sont davantage, ont en fait un enseignement qui est plus d'histoire politique, en fait. C'est plus des formations d'histoire. Qui sont donnés à titre personnel. Je fais un cours en L1 qui est suivi par tous les étudiants sur la colonisation. Vous voyez, c'est de l'histoire au sens général, mais qui traite souvent de questions politiques. Bon, ouais. En L2, L3, où il y a davantage une formation qui se distingue, et par contre, en géographie, il y a toujours un enseignement qui est donné pour ceux qui suivent la filière géographique, qui est un enseignement, vous avez des matières spécifiquement géographiques, essentiellement pour préparer le groupe. Les années de L2 et L3 sont aussi des périodes où des étudiants vont demander des stages, des séjours à l'étranger. En L1, on ne conseille pas cela, hein, c'est quelque chose qui est plutôt spécifique à la L2, L3. Alors,
peu importe la L2 ou le L3 d'ailleurs, hein, c'est pas fixé, et les étudiants, en fait, on pourra en parler dans les témoignages, on voit qu'il y a des pratiques qui deviennent davantage de L2 d'ailleurs, hein, ces derniers temps. Alors, ce qui est proposé à l'UPO, c'est essentiellement, c'est beaucoup la formation Erasmus, hein, Erasmus+, enfin, les formations Erasmus, et les partenariats avec les universités qui sont spécifiquement engagées dans le programme que vous connaissez peut-être, SIU, hein, c'est-à-dire un programme d'université littorale, en fait, hein, qui travaille avec l'UPO, dans le cadre européen, ce cadre-là, mais aussi dans le cadre américain, puisqu'on voit beaucoup, alors ces temps-ci c'est assez, j'ai des demandes pour le Québec. Alors le Québec c'est à la fois un espace des étudiants qui sont allés, c'est un espace qui reste toujours d'actualité, mais c'est un espace, vous savez, vous avez peut-être vu des articles, il y a un petit peu un rétrécissement. Il y a beaucoup de demandes pour le Québec et un rétrécissement des possibilités. Enfin, mais attention, c'est surtout qu'ils vont davantage limiter les dossiers. Hein, ils vont surtout peut-être choisir des dossiers avec des notes qui soient plus élevées. Le rétrécissement, ça ne veut pas dire extinction. Hein. Et surtout pour les Français, je pense qu'il y a toujours vu les échos que j'ai d'étudiants aussi, qui me confirme que le Québec, c'est un endroit où le niveau de français est vraiment recherché, hein, parce que la défense de la langue là-bas, ça peut être une possibilité toujours pour les étudiants. Mais il faut penser à avoir un dossier quand même qui soit sérieux, parce qu'on évoque, mais ça demande à être confirmé, des dossiers qui sont évalués à 13-14 de moyenne, je crois. Hein, vous voyez, hein, bon, c'est pas 19, c'est possible d'avoir cette moyenne-là. Mais oui, c'est toujours possible, il faut un peu suivre ce domaine. Alors je vois les étudiants aussi qui demandent des États-Unis, parce qu'il y a des possibilités aux États-Unis. Bon, il faudrait rester dans le cadre quand même de l'enseignement public, etc., et ne pas rentrer trop dans une logique privée qui peut être, on peut vous demander très cher, et c'est pas le but quand même qui est recherché. En licence 2 et 3, on a un peu plus de volume horaire, hein, on a un peu plus de volume horaire. Il y a parfois, il faut savoir qu'on passe un peu plus de temps devant les enseignants. La L1 est plus légère. Alors, je vous incite, là je ne vais pas le faire, mais de regarder un peu les matières qui sont enseignées aussi, parce que vous pouvez les avoir sur le site de l'UPO. Alors, bon, l'équilibre de la licence, c'est quand même d'avoir un enseignement surtout les périodes historiques, hein, c'est-à-dire que vous allez toucher à l'histoire ancienne, de l'histoire médiévale, de l'histoire moderne et de l'histoire contemporaine. Hein, ça, c'est le principe, et les enseignants sont répartis hein, selon leur spécialité, leur formation, et ils vont enseigner dans leur période. Et c'est ça qui fait un peu la spécificité, c'est-à-dire que, contrairement à votre prof de lycée ou de collège qui peut enseigner toutes les périodes, nous, on n'enseigne que la période sur laquelle on a été spécialiste, sur laquelle on est formé. Donc moi, par exemple, à titre personnel, je ne dirais jamais enseigner en histoire ancienne ou en moderne, puisque je ne suis que spécialiste contemporain. Et généralement, les enseignants choisissent soit de faire un cours généraliste, c'est à titre personnel ce que je fais, soit un cours qui est plutôt un cours de spécialité, qui va être par exemple lié à leur propre spécialité de recherche. Alors, à titre personnel, je fais un cours généraliste en licence et j'interviens plutôt en master sur mes spécialités.
Et ça dépend de chacun des enseignants, d'autres le font différemment. En fait, vous avez par année, vous avez 2 thèmes par période. Par exemple, en L1, un étudiant qui rentre en L1, il a, en contemporaine, par exemple, il commence à aller sur l'histoire de Napoléon, actuellement, enfin de l'Empire, etc. Et après, il ira sur l'histoire de la colonisation, 19e, milieu du 20e siècle. À titre d'exemple. Les 2 semestres sont indépendants, etc., pour la suite des événements. Donc, L3, voilà le but. Qu'est-ce que... Donc, après cette licence, je vais rapidement en parler. Hein, la licence, en fait, elle peut être... elle est quand même dans un but d'études longues. Et le débouché évident, c'est le master. Hein, dans ce cadre-là, pour certains, le doctorat. Donc c'est un petit peu le modèle européen actuel, hein, vous savez, le LMD, le licence, master, doctorat. Et l'UDO assure en fait la formation en entier, puisqu'on a quelqu'un qui souhaiterait aller en études d'histoire, il peut se dire que en fait, il peut aller jusqu'au doctorat à Reims, hein, s'il le souhaite, s'il le peut et s'il en a l'envie. D'ailleurs, s'il le souhaite aussi, il peut aussi bouger, hein, parce que le diplôme national est reconnu. Je dis ça parce qu'il y a des formations qui existent aujourd'hui, notamment sur la place de Brest, des nouvelles formations, mais qui s'arrêtent en licence, donc même pas. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important de savoir que vous avez en fait une structure qui vous délivre un diplôme national, évidemment public dans ce cadre-là, mais qui vous assure aussi jusqu'au doctorat. C'est-à-dire que vous avez en fait, c'est quelque chose d'important à savoir, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants que vous avez, ils sont habilités en fait à vous enseigner jusqu'au doctorat. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, un étudiant peut aller jusqu'au doctorat d'histoire, au master d'histoire. Il peut évidemment aller vers le master des métiers de l'enseignement. Alors, cela, ça désigne évidemment les enseignants d'histoire, géographie, collège, lycée aussi, les enseignants du premier degré, voire les fonctions d'accompagnement disciplinaire comme le CPE, direction, etc. Donc, métier de l'enseignement, c'est quand même une des voies de débouché, tout lié donc à ce qu'on appelle l'INSPE, hein, pour ce qui est de Brest, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux et les enseignants d'histoire, par exemple, participent à la formation des concours dans ce cadre-là. Par ailleurs, bon, ça je laisserai Florent en parler évidemment, il y a le master patrimoine qui existe dans l'UP de Quimper avec un directeur qui intervient dans notre, qui est un enseignant d'histoire, qui est dans notre département. Les concours administratifs à partir de la licence, hein, dans ce cadre-là. Alors nous travaillons avec l'IPAG, en fait, hein, c'est l'Institut de préparation administration générale qui est dans nos murs, en fait, à la faculté des lettres. Et certains nombres d'étudiants, par exemple, choisissent d'intégrer l'IPAG. D'habitude, habituellement, c'est au niveau master que ça se passe, mais il y a une formation en L3. Des étudiants que l'on a choisissent de s'orienter en L3 vers l'IPAG. En fait, ils vont avoir une formation essentiellement tournée vers le droit, puisque l'IPAG prépare des étudiants qui n'ont pas fait d'études de droit à une remise à niveau, en fait.
dans cette année-là pour présenter les concours de S3, concours administratifs. Donc ça, c'est une des grandes voies c'est une voie possible aussi de déboucher. Donc ça concerne l'administration générale. La question du patrimoine, je n'ai pas, s'il y a des questions, je pourrais en parler, mais ça s'étend à beaucoup de choses, hein, mais Florent pourra évidemment aussi en parler mieux que moi. Et puis, je dirais toutes les formations diverses qui existent par ailleurs, les IEP, alors ça peut être au niveau de la... Quand vous avez fait par exemple une licence d'histoire, vous allez pouvoir candidater à des masters d'IEP qui existent. Évidemment, il y a des possibilités auparavant d'intégrer aussi ces IEP, mais avant, c'est-à-dire en licence, hein, dans un cadre d'intégration, mais ça peut se faire aussi au niveau master. Alors, il se trouve qu'on réfléchit beaucoup à cette filière-là parce qu'il y a des demandes d'étudiants et on réfléchit à des pistes aussi qui seraient d'accompagnement plus spécifiques, qui sont en cours de réflexion, parce qu'on a en fait un savoir-faire, notamment autour de l'IPAG, hein, mais on projette, hein, dans les années qui viennent, de travailler davantage avec le droit, hein, pour s'associer, pour proposer quelque chose qui existe déjà, mais qu'il faudrait développer, hein, dans ce sens-là. Mais sachez qu'il y a des réflexions et que les choses se mettent en place dans ce cadre-là. Alors, j'ai cité aussi les écoles de journalisme, en ce sens qu'évidemment, c'est quand même une formation qui existe dans la région. Je pense à la Lyon par exemple. Les écoles de journalisme sont importantes, mais je pense que quelque chose qui prime là-dedans, c'est vraiment la formation sur le tas et les stages, etc., qui doivent être valorisés. En fait. Parce que c'est quand même, certes, une formation, mais c'est aussi beaucoup de pratique. Et puis diverses orientations possibles. C'est vrai que là, les témoignages d'étudiants pourraient quand même vous intéresser. Moi, je ne sais pas comment terminer ça. On a des personnes qui font le concours de police ou des personnes qui sont enseignantes. Bon, c'est quand même assez varié. Je pense que l'histoire nous mène, on dit que le droit mène à tout, mais je pense que l'histoire, d'une certaine façon aussi, il y a quand même beaucoup de formations qui demandent. Alors, l'histoire, je terminerai par là. L'intérêt, c'est la culture générale et l'expression. Je pense que c'est ça qui va vous... l'esprit critique, évidemment, hein, qui va avec, mais vous allez beaucoup rédiger en histoire. Hein. Les étudiants, ils ont 14 examens, ils rédigent. Il n'y a pas tellement de formations qui assurent autant de rédaction. Et je pense que ça, c'est très important à l'heure d'aujourd'hui, où sur le marché du travail, vous êtes recruté pour vos qualités de rédaction, etc. Et je termine un peu là-dessus sur l'avenir, c'est une formation d'avenir. Voilà, merci beaucoup. On vous remercie et on va laisser maintenant la parole à Monsieur Mian pour les études en histoire de l'art. Et ensuite, on donnera la parole à Mathis qui vous apportera son témoignage vivant par rapport à ses études en histoire. Bien, merci. Alors, je dirais assez vite parce que tu as déjà tout dit l'essentiel, parce que l'histoire de l'art, c'est aussi une discipline universitaire, c'est un autre département d'histoire. Donc, on va garder exactement le même type de construction par semestre, par année, donc 3 années, 6 semestres, et on va garder exactement le même découpage ici aussi, c'est-à-dire qu'on va trouver ce qu'on appelle des unités d'enseignement fondamentaux chaque semestre, et puis après, des unités d'enseignement plutôt périphériques. Alors, pour reprendre juste un peu ce que tu as dit, après, pour l'inscription dans le Parcoursup, c'est exactement la même chose pour nous aussi. Jamais quelqu'un n'est laissé sur le carreau, il y a 100% de membres, son texte était chez nous.
La seule différence, c'est voilà, le fameux oui et oui si, c'est-à-dire oui si c'est conditionné à vos notes. Si vous rentrez à votre cas ici, ben, vous aurez l'accompagnement méthodologique, voilà, exactement comme en histoire. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Donc, tu as déjà tout dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, la différence, c'est que ben, c'est deux départements différents. L'histoire, ben, ça marche beaucoup sur les textes et sur des analyses d'archives. Nous, on est plutôt sur les objets, c'est-à-dire qu'on va étudier les tableaux, l'architecture, on va étudier les sculptures. Alors, il faut faire très attention, l'histoire de l'art, c'est pas la production artistique, on ne forme pas des artistes, on est bien d'accord pour ça, il y a les beaux-arts, il y a le conservatoire, ou ailleurs, il y a aussi la licence art, parce que maintenant, il y a une discipline, un département qui s'est ouvert à l'UBO, où on va former à la fois des chorégraphes, des danseurs, des cinéastes, des plasticiens, des photographes, etc. Donc l'histoire de l'art, c'est vraiment l'étude, d'accord, des objets artistiques. Et traditionnellement, depuis le 19e siècle, les deux départements sont séparés. Voilà. Alors, chose aussi importante, c'est que notre parcours, mais comme tu l'as dit, toi en histoire, vous avez des parcours qui sont liés aux tableaux politiques, etc., etc. Nous, on va avoir 3 parcours en histoire de l'art. Voilà, alors, parcours sont poreux, vous pouvez changer. Tu disais, même vous pouvez changer d'histoire. L'histoire de l'art, au cours de la première année. Donc, la première année, c'est vraiment une année qui est très très poreuse à l'université. Vous faites vos choix, vous pouvez orienter, il n'y a aucun problème là-dessus. Nos 3 parcours, nous, ça va être l'histoire de l'art, voilà, parcours, je dirais, patrimoine. Donc ça, c'est vraiment les métiers liés à l'étude, l'analyse des œuvres d'art. Ensuite, on a un deuxième parcours qui va être l'archéologie. Donc ça, c'est une autre branche. Et c'est un petit peu différent de l'histoire de l'art malgré tout, mais les deux systèmes se préparent dans le même cursus. Et après, on a un autre cursus qui est droit, histoire de l'art. Et là, vous faites les deux disciplines. D'accord. Alors, dans l'histoire de l'art et l'archéologie, en fait, vous allez suivre à peu près le même enseignement. Licence 1, licence 2, tout le monde fait l'histoire de l'art et de l'archéologie en même temps. D'abord parce qu'il y a des périodes où en fait ça se confond, c'est-à-dire l'histoire de l'art antique est très proche de l'archéologie antique. En fait, on va évidemment travailler sur des sites archéologiques pour définir voilà, les œuvres d'art, les objets de la vie quotidienne aussi. Et par contre, ça va se spécialiser à partir de la licence 3. Où là, vous allez avoir des parcours plus liés à l'histoire de l'art, ou des parcours qui sont plus liés à l'archéologie. Voilà. Alors, par contre, ça se différencie beaucoup concernant le droit et l'histoire de l'art. À ce moment-là, c'est dès la L1 qu'on va mélanger les deux disciplines. C'est-à-dire qu'on va enlever l'archéologie de l'histoire de l'art et on va rajouter à l'histoire de l'art le cursus du droit. Alors ça, c'est un gros changement parce que, grosso modo, vous avez à peu près, je pense que l'histoire, c'est pas pareil, 15 d'heures, une vingtaine d'heures de cours par semaine, que vous complétez, comme tu l'as dit, voilà, avec évidemment les heures de travail personnel, la méthodologie. Par contre, là, vous avez à peu près 40 heures de cours par semaine, c'est-à-dire c'est le niveau prépa, si vous voulez, en heures de cours. Et là, il faut vraiment tenir la route parce que c'est en plus deux méthodes complètement différentes. Le droit, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'art. Mais bon, ça donne un parcours très particulier. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent du coup à Quimper pour suivre ce parcours-là parce qu'il n'y a que 3 préparations à ce genre de discipline en France. Il y a Lyon, Paris, du coup, et Quimper. Alors, c'est évidemment tous les métiers qui vont déboucher après sur la vente d'objets artistiques, l'expertise, les galeries, donc voilà, commissaire-priseur, etc. C'est aussi tous les métiers de l'expertise liés aux douanes, à la police. Donc voilà, ça ouvre vraiment à ces cursus-là très particuliers, voilà, et qui fait cette spécificité-là. Voilà. Alors, je parlerai directement des débouchés, parce que ça rentre un petit peu dans le détail tout à l'heure, mais grosso modo, ça va être ça. 3 histoires de l'art, c'est vraiment les métiers de l'expertise. Après, la grande différence aussi avec l'histoire de l'art et l'histoire peut-être, c'est que je dirais la voie royale de l'histoire, ça va être l'enseignement. Essentiellement, je pense que la majorité des gens qui savent faire de l'histoire, peut-être pas, non. Alors, chez nous, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas cette voie-là. Collège, lycée, il n'y a pas de cours d'histoire de l'art, donc on n'a pas ni CAPES ni AGREC dans cette discipline-là. Ce qui veut dire que par rapport à l'histoire, ça va vous demander, mais ça, évidemment, on vous prépare à ça pendant 3 années de licence, ça va vous demander de créer votre propre vie.
de créer votre propre parcours, parce que chaque parcours des gens qui sont passés dans l'histoire de l'art est totalement singulier. Voilà, il n'y a pas un concours où on peut se préparer en disant que voilà, je suis sur des rails et ça va être, voilà, ça va être simple en quelque sorte. Mais c'est vraiment à vous de choisir dans quel domaine vous allez travailler, de faire votre réseau de relations. Pour ça, il y a quelque chose qui est très important à la fac, c'est les stages. Vous avez des stages obligatoires à la fac. Nous, on vous encourage évidemment à en faire le plus possible, à tester le musée, à tester l'archéologie, à tester tous les domaines de la culture, entrer dans les mairies aussi, entrer dans tout ce qui va être l'événementiel, parce que c'est à partir de ça, en plus des cours et des conseils qu'on peut vous donner, que vous allez pouvoir choisir quelque chose qui vous conviendra. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité de l'histoire de l'art, c'est qu'il n'y a pas de voie royale en quelque sorte. Alors évidemment, les débouchés, la plupart du temps, quand vous choisissez l'histoire de l'art, ça s'appelle chez le musée. L'histoire de l'art, c'est la voie royale pour tout ce qui est médiation. Là, il n'y a quasiment pas de chômage, je dirais, dans ce domaine-là. Il faut imaginer que, voilà, même si on n'a pas l'enseignement dans le secondaire, la culture, ça représente quasiment 8% du PIB de la France. La France est une des premières destinations touristiques, je dirais, à l'échelle universelle. Donc il y a énormément de travail, énormément d'argent dans ce secteur-là. Et les musées, évidemment, recrutent. Alors, on recrute à tous les niveaux. Ça peut être guide, ça peut être attaché de conservation, ça peut être conservateur. Donc tout ça, c'est les concours de la fonction publique qui vous permettent de travailler dans le musée. Alors évidemment, vous pouvez aussi travailler comme journaliste lié dans les arts. Vous pouvez aussi monter votre propre galerie d'exposition. Voilà, il y a tout un tas de métiers évidemment qui s'ouvrent par rapport à l'histoire de l'art et qui sont vraiment très ouverts. Voilà, pour dire ça un petit peu rapidement. Alors, après, concernant l'archéologie, là aussi, ça va être quelque chose de très différent. L'archéologie, d'abord, c'est un métier de terrain, c'est-à-dire que vous devez vraiment faire des fouilles. Le mieux, c'est d'avoir fouillé dès le lycée. Alors, moi, avant d'être historien de l'art, j'ai travaillé dans l'archéologie, j'avais déjà fouillé voilà, dès le lycée, j'avais déjà préparé le terrain. Mais dès que vous entrez en licence 1, ça veut dire que tout l'été, et si possible pendant les vacances, vous fouillez, parce que vous serez recruté à la fois sur vos diplômes universitaires et sur votre expérience personnelle directement dans les fouilles. Mais là aussi, on connaît très bien les archéologues, on connaît très bien les sites, on peut vous envoyer sur les sites qui vous intéressent, et là, vous allez choisir les périodes qui vous intéressent, etc. Donc vous voyez 3 parcours très différents, et alors là, ce qui va recruter avec l'archéologie, ça va être notamment l'archéologie préventive, c'est-à-dire l'INRAP, qui va recruter à partir du master essentiellement aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez faire l'archéologue de terrain, en quelque sorte. Vous allez à la fois fouiller, et puis à la fois finalement faire des études, si vous vous spécialisez après avec un master recherche. L'archéologie aussi recrute beaucoup dans le privé, puisque c'est un secteur qui s'est ouvert depuis les années 2000 au privé. Il y a beaucoup de boîtes privées qui sont accessibles là aussi très facilement avec un master. Voilà. Alors l'archéologie, c'est pas forcément fermé comme discipline, mais ça dépend beaucoup de l'actualité, de l'aménagement du territoire, puisque les fouilles, en grande partie, pour 90%, dépendent des autoroutes, des voies ferrées, des agrandissements urbains, etc., qui développent les fouilles, qui permettent évidemment d'être embauchés. Donc voilà, trois secteurs d'activité qui correspondent à 3 formations liées au métier de la culture. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi par rapport à notre métier? Alors, ce que tu disais me paraît essentiel par rapport au choix de l'université. Parce que ce que vous allez apprendre à l'université de manière générale, c'est une manière d'organiser votre vie, une manière de penser. Ce que délivre la fac dans son ensemble, c'est d'abord un esprit scientifique. Vous avez évidemment la culture générale par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire de l'art, le droit, etc. Mais ça va vraiment vous apprendre à penser. Et ça rend très important. Ce qu'on va vous apprendre, nous, dans nos méthodologies, c'est quelque chose que vous avez fait, qui est peut-être différent de ce que vous avez fait au lycée, où on vous demande beaucoup, je dirais, par cœur, etc. Nos méthodes, c'est vraiment apprendre à penser à partir de sources. Et ça, c'est tout à fait différent, évidemment, des cours que vous avez reçus au lycée en général. Alors, même si, à la fin de l'année, c'est une disserte qu'on va vous demander,
La disserte, elle est très très spécifique et pour nous, la licence 1, c'est un petit peu ça la difficulté, c'est qu'il faut vraiment vous apprendre à poser une problématique, à tenter d'y répondre avec un cheminement scientifique à partir de, voilà, de sources que vous sollicitez, de problématiques, de questions que vous allez poser, et le plan, c'est qui va vous permettre de répondre à ces questions que vous allez ensuite contextualiser par rapport aux différentes périodes. Donc c'est vraiment, je dirais, une manière de penser, mais qui est valable après pour toute la vie dans la société, c'est-à-dire que ça fait aussi de vous des citoyens de savoir penser, et l'université là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous pouvez très bien commencer des cours d'histoire de l'art aussi, et puis abandonner parce que ça ne vous convient pas, etc. Mais le bagage que vous avez reçu à ce moment-là, il vous accompagnera toute votre vie. Et puis l'histoire de l'art, c'est aussi un métier de passionné, c'est un métier qui vous prend au trip, parce que ce qu'on voit en histoire de l'art, c'est ce que l'humanité produit de plus beau, généralement. Les tableaux, l'architecture, etc. Ce faut qu'on fonde aussi l'identité de nos nations. Et donc, là aussi, ça demande, l'histoire de l'art, beaucoup de plaisir. C'est des années dans lesquelles on vous demande d'aller voir les plus belles choses qu'on possède. Donc, évidemment, les cours doivent être complétés par les recherches de bibliothèques. Mais je dirais que les cours doivent être aussi en histoire de l'art accompagnés par des visites en musée, par des visites de sites archéologiques, par des visites dans les villes, etc. Il faut vous faire l'œil en quelque sorte sur les formes, parce que nous, on vous apprend aussi à regarder un tableau avant de décomposer des thématiques qui permettent ensuite de l'étudier, de le dater, d'en juger évidemment l'importance. Et tout ça, ça s'acquiert évidemment dans les musées, en visitant les villes, en regardant l'architecture. Et ça aussi, c'est pareil, ça vous accompagnera toute votre vie, parce que entrer dans une ville avec les éléments qui vous permettent de vous repérer dans un plan urbain, de repérer des façades, de repérer des époques, rentrer dans un musée en pigeant à peu près à quoi correspondent les tableaux, à quelle période, quels usages ils étaient réservés, et puis surtout comprendre le génie, évidemment, des artistes qui à un moment donné inventent un nouvel univers visuel qui va transformer l'ensemble de la société. Après, évidemment, c'est des choses qui sont absolument remarquables, et qui, là aussi, vous accompagneront tout au long de votre vie. Donc voilà, c'est des cours, c'est du travail personnel, ça va être des visites, ça va être des passions et une façon de construire votre rapport au monde aussi qui se joue ici. Alors ils là aussi, à Quimper, on est un peu loin de tout, évidemment par rapport à des Parisiens qui ont sous la main le musée du Louvre, Orsay, etc. On est un petit peu, je dirais, éloigné de ça. On essaie de combler ça en organisant des voyages tous les ans. Donc on amène toutes les sections de nos étudiants visiter tous les grands musées du Louvre. Là-dessus, vous avez égalité par rapport aux Parisiens. La différence, c'est que les effectifs sont beaucoup plus réduits à Quimper qu'à Paris, ce qui fait qu'on vous suit aussi personnellement. On a des cours de méthodologie dans lesquels on intervient nous directement avec les étudiants. Ça, vous n'aurez pas dans les grandes facs. Vous n'aurez pas nécessairement à Rennes, vous n'aurez pas nécessairement à Bordeaux. Cette proximité qu'on a, nous, avec nos étudiants, ce qui fait aussi la force des petites facs. Si on est derrière vous, on peut vous recevoir très facilement et vous accompagner tout au long de vos études très facilement, puis vous n'êtes pas perdu dans ces amphis de 300 ou 500 personnes. Là aussi, comme on peut voir dans d'autres universités. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Sinon, toute l'organisation du cours, vous avez ça sur Internet, mais ça reprend exactement ce que tu as dit. Alors, là aussi, concernant ce qui va arriver après, grosso modo, avec l'histoire de l'art, vous aurez plusieurs choses. Soit vous faites vous avez votre année de licence, vous pouvez arrêter l'année de licence. Ça ne vous condamne pas au chômage, parce qu'on recrute généralement les guides conférenciers dès le niveau de la licence. Et il y a des monuments partout, il y a des sites partout, il y a des publics, il y a des privés, vous pouvez très facilement commencer à travailler niveau licence avec de l'histoire de l'art. Après, vous avez deux voies qui s'ouvrent à vous, le master recherche et le master professionnel. Le master recherche en histoire de l'art, ça va être compliqué parce que c'est des études longues. Vous avez 2 ans de master, plus après évidemment le doctorat, et très peu de débouchés. Plus vous allez avancer en études, je dirais, moins il y aura de débouchés. Je ne sais pas quels sont les résultats des recrutements en thèse, mais c'est difficile.
Et ça va être très très difficile. Et si vous faites une thèse, il vous faut un système B par rapport, je dirais, au métier de l'université, de maître de conférence, etc. Parce que c'est pas du tout garanti d'avoir, avec une thèse, l'opportunité de travailler après à la fac. Par contre, vous avez plein de... L'avantage du master recherche, c'est que vous rajoutez quand même une compétence à votre savoir-faire. Le master recherche, ça veut dire que par rapport à la licence, vous êtes capable de repérer des fonds inédits et de les exploiter et d'écrire, évidemment, ce qu'on appelle un mémoire de recherche, que vous faites du coup de A à Z. C'est pas une dissertation comme on fait en licence, mais ça devient véritablement un dossier. Et ça, quand vous rencontrez, évidemment, quand vous avez ça dans la poche, ça facilite grandement le recrutement. Donc le master, ça va être très différent de la licence. Et là aussi, vous pouvez rentrer dans les musées, comme attaché de conservation, par exemple, avec un master, rentrer dans les grilles, entrer toute une série de professions grâce à cette nouvelle. Vous pouvez arrêter les études aussi avec le niveau master et trouver du travail. Mais pour trouver du travail plus facilement, ils sont là. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a le Master Pro de Quimper. Alors, ce Master Pro à Quimper, c'est le Master qui s'appelle Gestion des patrimoines artistiques, architecturaux et culturels. Ce Master, il est assez important parce que c'est le premier qui a été fondé en France. Et maintenant, on a un réseau d'étudiants qui est disséminé sur l'ensemble du territoire, qui accueille nos étudiants en stage, qui nous disent où est-ce qu'il y a des postes qui s'ouvrent, etc. Donc on a une espèce de petite mafia quimpéroise qui s'est installée sur tout le territoire et qui, du coup, recrute les anciens étudiants. On a Noyauté Amérique presque, notamment, avec nos anciens étudiants qui sont maintenant dans les pôles culturels de la ville. Alors ce Master Pro, il est très intéressant parce qu'il va vous donner évidemment toute une série de tout ce qu'il faut comme culture générale pour aborder tous les différents secteurs artistiques, architecturaux et culturels. Donc vous allez avoir des cours qui sont donnés par des ethnologues, vous allez avoir des cours qui sont donnés par des historiens de l'art. Et puis, parallèlement à ça, vous avez des cours de gestion, des cours de droit, qui vont vous permettre à ce moment-là d'avoir des compétences qui vous faciliteront d'être recrutés par exemple, une mairie, qui a toujours besoin de gens qui sont formés dans plusieurs secteurs. Et ça permet aussi de montrer votre propre boîte. Vous pouvez faire des feuilles de salaire avec ça. Dans le Master Pro, on a aussi une section qui est entièrement tournée vers les préparations au concours administratif. Donc là, vous n'êtes pas perdu non plus. On fait des préparations écrites, on fait des préparations orales qui vous permettront, grâce à ce Master, d'occuper des postes de conservateur sans aucun problème, avec tout le savoir-faire qui convient à ça. Et puis ça donne d'avoir accès à tous les métiers de la médiation. Donc c'est un master qui fonctionne bien, grosso modo, au bout de 2 ans, presque tous nos étudiants ont donc voilà, c'est quand même une assez bonne performance. Et puis l'avantage de ce master, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle les projets tutorés. Vous en avez 4 par an, donc qui alternent avec les cours. Et dans ces formations-là, vous êtes directement recruté par des musées pour faire par des associations pour faire vraiment des projets qui sont organisés après. Donc vous sortez avec une expérience professionnelle en plus de toutes vos compétences je dirais, théoriques et pratiques. Donc c'est un master qui fonctionne très bien. Puis évidemment pour l'archéologie, ça va être la fouille. Et là, ça va être ensuite le choix d'un master recherche lié à l'archéologie. Mais là, comme tu disais, les enseignants qui sont attachés à l'enseignement universitaire pourront vous suivre sur des sujets bien spécifiques. Mais là aussi, on vous accompagne dans ces masters recherche, vous connaissez à peu près bien qui fait quoi sur le territoire. Donc, on peut vous conseiller, si vous avez besoin de changer d'université pour aller voir une spécialité bien particulière, on vous accompagne évidemment tout ce cheminement. Et ben voilà, je m'arrêterai là. Je crois que je vous dis l'essentiel concernant l'histoire de l'art. Merci de votre attention. Eh bien, on vous remercie. Et puis, je vous propose, j'imagine que vous avez des questions, des interrogations. Avant peut-être de vous laisser la parole, je vais laisser la parole à Mathis, qui est étudiant en histoire. Alors Mathis, je vous propose d'ouvrir votre micro. Pourquoi pas, ça marche. Oui, ça marche.
Peut-être vous pouvez nous préciser déjà en quelle année d'histoire vous êtes? Alors moi, je suis en 3e année de licence, donc je suis sur la fin, là, dernier droit avant le master. Donc, Voilà. Et justement, vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu déjà, dans un premier temps, ce qui vous a amené vers des études d'histoire? alors, Et puis peut-être aussi quelles étaient vos spécialités au lycée? Je ne sais pas si à alors, moi, l'époque... j'ai eu l'ancien bac. C'est l'ancien bac, c'est l'ancien bac. Je suis en ancien, j'ai eu l'ancien bac. Alors, bon, si on fait un peu en chronologique, j'ai eu un bac S, où je suis parti, j'étais dans les scientifiques, sciences de l'ingénieur, donc rien à voir avec le littéraire ou l'histoire. Ce qui montre bien qu'en soi, peu importe un petit temps, peu importe. En fonction de votre spécialité, ça ne dit pas le tout. C'est pas parce que vous avez pris absolument de l'histoire quand vous étiez au lycée que vous ne pouvez pas rentrer en histoire. On a vu à Parcoursup qu'on peut avoir de l'option ici. Les personnes qui n'ont pas fait, on va dire, un parcours plus axé sur l'histoire et l'économie au lycée sont plus enclins dans ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'histoire au lycée, plus approfondie, qu'on ne peut pas être dedans. Après, c'était quoi la question? Donc, quels étaient vos... Pourquoi vous avez choisi l'histoire? Alors, bon, il faut savoir que je ne sais pas mon premier choix, comme quoi les études sup, bon, c'est un parcours un petit peu atypique. Moi, je voulais rentrer dans l'armée à la base, je voulais être pilote de l'armée. L'histoire était le plan B parce que je suis fan d'histoire. Hein. L'histoire, c'est, je trouve, une filière qui est assez axée sur la passion. Il faut aimer ça. Mais c'est un peu comme tout, hein. On va dans ce qu'on aime. Si on n'aime pas quelque chose, si on n'aime pas les maths, on va pas les maths. Ça me paraît un petit peu sensé. Donc voilà, c'était la deuxième option. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai découvert l'univers de la fac avant de faire les sélections d'armée de l'air. Et ça me plaisait de plus en plus. J'aimais bien cet univers, c'était très libre, on nous dit, hein, on a parlé un petit peu justement par rapport au L1, c'est une année qui n'a rien à voir avec le lycée. Là où au lycée, on a très souvent des profs qui font l'appel, etc., pour savoir qui est là, qui n'est pas là. À la fac, il n'y a plus de l'appel. Hein. Il y a cette idée que, bon, si vous n'avez pas en cours, l'enseignant ne va pas être derrière vous et vous dire viens en cours tous les jours. C'est de la responsabilisation avant tout, on devient adulte. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui me plaisait beaucoup plus que finalement l'univers de l'armée qui me tendait moins. Et puis ouais, c'est avant tout jeu d'histoire, quoi. Beaucoup de passion là-dedans. Et alors justement, cet apprentissage de l'autonomie, comment vous l'avez géré? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que vous avez dû développer une méthode de travail qui vous est propre? Est-ce que vous avez été aidé pour cela? Vaste question. Disons que, bon, il y a des aides proposées par l'université, hein, on n'est pas lâché comme ça dans le grand bain, on va dire. Il y a des étudiants qui sont des tuteurs qui vous aident, il y a quand même en L1, je trouve aussi quand même que ça se ressent plus en L1, les enseignants sont quand même un peu plus avec vous. Là où en L2, en L3, ils savent que bon, ça fait quand même quelques années qu'on est dedans et qu'on sait s'autogérer maintenant. Mais voilà, il y a une méthode de travail qu'on nous apprend en L1, en sachant que, comme nous l'avons vu, en fait, la méthode de travail, et surtout le travail demandé à la fac, n'a rien à voir avec le lycée. On est plus sur un moment où il faut cracher son cours, par cœur, comme on le fait souvent au lycée. Et là, on a vraiment une question de réflexion. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui sont autour de nous pour nous montrer en fait les différentes façons de réfléchir sur un sujet donné, qui sont les sujets qu'on travaille. Donc, pour tout ce qui est l'autonomie, la méthode de travail, je trouve que à la fac est assez aidé. On peut toujours avoir aussi des méthodes personnelles, hein. Il y a des personnes qui bossent différemment. Moi, je sais que mes amis bossent différemment que moi, par exemple. Chacun a ses petites techniques pour apprendre. Bon, malheureusement, les dates, il faut les apprendre. Hein. Si on ne connaît pas les dates en histoire, bon, c'est bien compliqué. Mais voilà, il y a différentes façons d'apprendre. Et la responsabilisation, en fait, ça vient aussi, et beaucoup le trouve, dans l'expérience personnelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui sont de Brest ou de Quimper et qui, du coup, voilà, sont ici déjà, mais aussi des personnes qui sont d'autre part. Je sais que déjà, quand on habite plus loin et qu'on a besoin d'avoir un appartement, un logement étudiant, etc., la vie aussi en autonomie, ça rentre aussi là-dedans, dans la responsabilisation de l'étudiant. Vous, par exemple, vous êtes de Brest? Non, moi je suis bornée. D'accord, donc vous avez dû prendre un appartement, voilà. Apprendre à gérer l'appartement. Oui. Comment vous avez fait pour trouver un appartement?
Oh, le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est sympa. Non, il y a plein de sites qui aident. Le Bon Coin, il y a aussi les logements étudiants aussi, qui sont aussi une bonne voie à chercher aussi, et qui aident beaucoup aussi les étudiants qui sont plus loin. Et je trouve que les logements étudiants sont plus adaptés facilement à ceux qui sont plus loin. Mais on a des logements, enfin voilà, les logements se trouvent, je trouve en tout cas sur Brest, je suis sur Brest, c'est assez facile d'en trouver. C'est pas des prix non plus trop exorbitants, ça va, j'ai de la sœur vraiment qui est à Rennes. On a presque 30 mètres carrés d'écart, on paye le même prix. Et encore, elle paye plus cher que moi. Alors, pour vous aider dans la recherche de logement, vous avez le CROUS, qui est le service qui gère les logements étudiants dans les cités universitaires. Et vous avez aussi le bureau information jeunesse, qui vous aide en ayant des propositions de logement avec des particuliers. Puis bien sûr les agences immobilières, mais le CROUS et le bureau information jeunesse sont deux lieux très utiles dans le cadre de la recherche d'emploi. Et Mathis, puisqu'on est sur cette autonomie, est-ce que vous avez un job étudiant à côté? Alors, et comment vous gérez votre emploi du temps, puisqu'on a vu que, en fait, on a peut-être 22 heures de cours, mais on a aussi beaucoup de travail personnel à côté, donc comment ça se gère? Comment vous organisez votre temps? Alors, le job étudiant que je fais, je suis étudiant moniteur de voile, donc j'apprends des gens à faire de la voile. C'est une activité qui se passe plutôt en week-end. J'ai des amis qui sont d'autres jobs étudiants, qui se doivent être dans la restauration, voilà, ce genre de choses. Eux, ça va être compliqué dans le sens où ils ont des horaires qui rentrent vraiment dans les semaines, dans la période de cours. Donc, personnellement, moi, j'ai pas eu trop de problèmes en termes de gestion de temps, vu que ça se passait le week-end et bon, heureusement, même si des fois, ça arrive qu'on a des cours samedi matin, je veux pas vous décourager, mais il y a ça arrive. Mais voilà, c'est plutôt exceptionnel. Et les seuls moments où ça pouvait éventuellement m'embêter un petit peu dans mes études, c'est, on l'a vu, hein, le travail personnel. Quand tout le samedi est pris parce qu'on travaille toute la journée, bon, ça fait une journée sur 7 un moment pour travailler. Quand on a des exposés à travailler personnellement, etc., bon, une journée c'est quand même pas mal, hein. C'est beaucoup. Ça veut dire, si on suit votre raisonnement, que vous travaillez le week-end, vous avez beaucoup de cours et de travail personnel la semaine, on n'a pas de vie à côté quand on est étudiant? Oh, quand même pas. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, et puis après, il y a un temps pour aller voir les copains, boire un café, voilà, ce genre de choses. Il y a une certaine discipline qu'il faut se mettre aussi pour le travail. Si je prends mon cas par exemple, quand j'ai commencé à rentrer en licence d'histoire en première année, je sais qu'en arrivant, quand je sors d'une filière scientifique, je ne vais pas lire. Clairement, je ne vais pas lire. Je suis arrivé en licence d'histoire, j'ai vu la bibliothèque universitaire avec la rangée de livres d'histoire. Bon, je passais presque plus de temps à la bibliothèque qu'en cours dans la globalité, et par même que chez moi. Donc, il y a quand même un petit moment où, mine de rien, quand on aime bien l'histoire, on s'y intéresse et on rentre dedans un peu plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste toute notre vie de 8h jusqu'à 22h, je ne sais plus quand est-ce qu'elle ferme les bibliothèques, 22h je crois au maximum. À la fac, entre les cours et les bouquins, c'est pas ça non plus. Il y a des moments où, mine de rien, vous allez faire de nos amis aussi. Quand on est en TD, on est en petit comité, on se fait des amis, etc. Donc après, mine de rien, ça va souvent aller voir un petit coup, etc. Ou continuer à sortir quand même. On sort un petit peu quand même. Bon, ça va, alors on survit à la vie d'étudiant malgré tout. On survit. Et Mathis, quels sont vos projets? Donc là, vous êtes en L3, qu'est-ce que vous envisagez après? Alors à l'origine, quand je suis rentré à la fac et que du coup les portes de l'armée sont fermées, je me suis dit que l'enseignement c'était pas si mal. Moi j'ai une famille d'enseignants et mine de rien j'aime bien aussi la pédagogie. Donc je vais faire professeur d'histoire-géographie, donc faire le parcours histoire-géographie pour avoir des notions de géographie, et partir en master F pour avoir passé le CAPES d'histoire. Mais plus je suis resté à la fac, plus l'hiver de la fac, j'aime bien ça, j'avoue. Et je tends, bon, c'est dans l'idéal, partir en master de recherche, faire de la recherche, pourquoi pas tenter le doctorat, et pour faire, en tout cas au final, avoir un poste en tant qu'enseignant-chercheur dans une faculté.
ce serait l'idéal. Bon, après, je sais que les places sont chères, mais ce serait l'idéal. Et les étudiants autour de vous ont quel projet? Alors moi, du coup, j'ai fait un parcours histoire-géographie, qui est, on va dire, un peu la voie royale, on va dire, pour faire tout ce qui est dans l'éducation, même si aller en sciences politiques ou en art et archéologie ne ferme pas ces portes-là, mais en tout cas, c'est le plus conseillé. Il y a quand même une bonne partie de notre TD, il y a actuellement, je crois, une vingtaine, 25, je pense, à peu près. À peu près 25 personnes, je pense qu'il y a une bonne moitié qui va aller en F. L'autre moitié c'est un peu au cas par cas, c'est un peu compliqué de faire des généralités après le MEF. Il y a une petite partie qui va aller en recherche après, mais de rien. Ouais, excuse-moi, MEF, c'est l'outil d'enseignement. Oui. Voilà, pour expliquer le terme, parce que c'est vrai que. Oui, c'est vrai que je voulais le préciser. Voilà, c'est tout ce qui est master d'enseignement pour être professeur dans le secondaire ou dans tout ce qui va être le primaire et dans le maternel aussi. Donc on a une bonne moitié de notre groupe qui va partir en F, et puis après du journalisme, de la recherche, partir aussi dans du patrimoine aussi, hein, et un petit peu de ça, donc on est un petit peu dans différentes possibilités. On vous remercie Mathis, on va laisser la place aux questions. Auparavant, j'ai une petite précision à vous faire apporter chacun d'entre vous. On a coutume de dire que les associations étudiantes sont très importantes. Est-ce que dans vos filières respectives, est-ce qu'il y a des associations d'étudiants et quel rôle ont-elles? Alors oui, pour l'histoire, nous on a une association étudiante qui s'appelle Héraclès. Donc c'est une association étudiante qui va permettre justement d'organiser, on va dire, soit des petites conférences avec justement des enseignants-chercheurs, soit des interventions. Alors je parle pour Brest. Je ne sais pas si vous avez monsieur Quimper, peut-être que vous parler de ça. On a aussi des interventions, je crois que la semaine dernière, ou la semaine encore d'avant, je ne sais plus. Il y avait une association qui était spécialisée, on va dire, dans le combat médiéval, ce qui fait que dans le pavé de la fac, on a eu deux personnes qui sont peut-être en armure, c'était très intéressant, avec des armes médiévales et un combat médiéval, c'était assez sympa. Donc voilà, différentes interventions comme ça qui peuvent venir. Préparer aussi, je sais qu'il y a quelques années, il y avait aussi des voyages, je crois que c'est peut-être d'actualité en ce moment. Ouais. Et cette année, l'Héraclès a organisé le voyage autour de l'exposition de Nantes, là, sur ils ont eu une aide de notre côté, et puis ils ont organisé ça un peu comme voyage d'année, les natures évoquées pour l'histoire de l'art. Et puis après, bien sûr, aussi, on parlait de la vie étudiante, aussi, de rien, ce qu'on faisait que travail ou pas. L'association aussi, pour justement, entre autres, financer un petit peu tout ce qu'ils font, propose soit des ventes de suites, soit aussi des soirées étudiantes, avec une petite contribution que nous, on donne aussi, pour pouvoir justement faire ces soirées et organiser également aussi ces voyages ou ces interventions pour nous, de ce point. Est-ce que c'est important en tant qu'étudiant de se mettre en relation avec ces associations? Ou d'être en relation avec des associations étudiantes, quelles qu'elles soient? Alors, moi je trouve personnellement que c'est quand même quelque chose de plus. C'est déjà se tenir au courant un petit peu d'actualité aussi, mine de rien, de la faculté, de voir ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui est proposé, si voilà, il y a des petites conférences, il y a des interventions comme ça aussi également qu'on a eu il y a une semaine. Ça permet aussi, je trouve peut-être une meilleure intégration, peut-être, en tout cas en L1. Peut-être une meilleure intégration dans la licence, justement, quand on est en contact avec ces licences et les associations, on est en contact avec des personnes qui ont déjà une année ou deux plus que nous dans la licence, qui connaissent aussi tout ce qu'on fait aussi dans la licence. Et ça permet aussi en tout cas en histoire, il y a ça, de proposer aussi des parrainages entre les premières années, ceux qui viennent d'arriver, et d'anciens, des personnes qui sont déjà en L2, voire même en L3, pour justement avoir ce contact avec des personnes qui ont quelques années plus que nous, et qui aident à concrètement aussi avec les technologies de travail, on aussi un peu là-dedans, comment on travaille à la fac, c'est aussi un peu là-dedans que les associations aussi travaillent aussi avec nous. D'accord. Juste
Petite précision pour les associations, évidemment, l'histoire de l'art, on a deux associations, une droit histoire de l'art et l'autre histoire de l'art et archéologie. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les voyages à Paris, par exemple, sont organisés par les associations. Mais on va plus loin, c'est-à-dire que les associations d'histoire de l'art et de droit vous amènent aussi à Naples, tout frais payé. Et là, c'est les conservateurs de la ville eux-mêmes, les spécialistes de la ville de Pompéi qui vous font la visite, là aussi pour compléter, parce qu'on peut visiter voilà, quelques musées d'art contemporain, c'est assez facile, d'art moderne, on peut facilement avoir accès aussi à l'art médiéval, dans le Finistère ou en Bretagne. Après, c'est plus compliqué évidemment pour les sites antiques, donc voilà, on a ce voyage-là tous les ans. Il y a le voyage à Pompéi qui est organisé, donc Pompéi, Herculaneum, enfin tout ce qui tourne autour, et puis évidemment tous les grands musées de Naples. Et parallèlement à ça, on a lancé aussi d'autres voyages en Turquie. Il est toujours sur le même problème, enfin sur le même principe, hein, c'est-à-dire que les associations étudiantes vont chercher les financements, donc ça aussi ça fait partie des compétences que les étudiants acquièrent, ils vont chercher l'argent, ils vont chercher les sponsors. Et voilà, le but c'est que ils peuvent partir là-bas voilà, en payant très très peu de frais au final, les associations qui sont ce rôle-là. Il y a aussi ça qui vient compléter évidemment les visites à Paris. Voilà. Mathis, peut-être pour conclure, quel conseil vous donneriez à de nouveaux étudiants qui rentrent en L1 pour réussir son année? Bon, déjà, il y a quelque chose qui me paraît essentiel dans l'histoire, c'est d'être curieux. Quand on rentre à la fac, on découvre plein de nouvelles choses dans l'histoire qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir au lycée. Et justement, c'est d'avoir cette curiosité d'aller chercher un peu plus, toujours aller voir un peu plus dans les livres, etc., qui sont à disposition à la faculté, aux bibliothèques, voir toujours un petit peu plus que ce que le prof va nous annoncer en cours, essayer de gratter un petit peu plus. Et puis, essayer d'avoir aussi une certaine autonomie. Je l'ai déjà dit et je le répète, hein, la fac, l'université, c'est très libre. Donc avoir cette responsabilisation et puis une certaine autonomie dans le travail. Bon, je pense que c'est déjà pas mal pour réussir une licence d'histoire. Curiosité, autonomie. Est-ce que savoir poser des questions, c'est important? Est-ce que oser poser des questions, ça vous paraît important, plus qu'au lycée? Ah oui, parce que là, encore plus, avec les enseignants que nous avons, ce sont des spécialistes dans leur domaine. Donc là, on va vraiment pouvoir poser des questions qui sont un peu plus pointues, qui sont en rapport aussi avec les cours qu'on nous donne, qui sont quand même aussi beaucoup plus pointus qu'au lycée. Donc là, poser des questions, essayer d'aller voir si, si le prof peut répondre ou si on lui pose une colle, c'est aussi un petit jeu. Mais voilà, essayer de poser des questions, il y a les profs, enfin les enseignants sont là pour ça. Là, je trouve que poser des questions, c'est toujours dans cette volonté de curiosité, d'aller toujours essayer de gratter un peu plus de connaissances dans le domaine. On vous remercie Mathis pour ce témoignage. Je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez 3 personnes là, qui sont prêtes à y répondre. La seule chose que je vais vous demander, c'est peut-être de les poser dans le micro, puisque là, j'ai oublié de vous le préciser, mais la séance est filmée. Donc vous n'êtes pas filmé, mais la séance est filmée et elle sera revisionnable sur le site de Capacol. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non. Bon. Peut-être avez-vous des précisions complémentaires à apporter? Concernant les étudiants intéressés pour les portes ouvertes, en fait, on va assurer le mois prochain sur les 2 sites en fait des portes ouvertes hein, qui sont les 2 samedis. En fait, le 10 février c'est à Quimper. Là vous pouvez venir pour toutes les formations qui sont assurées là-bas. Il n'y a aucun parcours guidé, hein, c'est vraiment, vous êtes accueillis et guidés justement pour rencontrer les enseignants. Il y a pas mal de monde présent hein, dans ces cas. Il y a des étudiants aussi, ça c'est important. Vous pouvez, comme Mathis l'a fait tout à l'heure, poser des questions aux étudiants. Donc ça dure de 9h à 17h. Donc, vous pouvez faire
vous pouvez aussi aller ailleurs. C'est vrai que c'est délicat, il y a beaucoup de portes ouvertes en même temps, hein, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Et puis le 17 février, c'est à Brest. Tous les sites de Brest, en fait, sont ce jour-là ouverts. Donc vous pouvez aussi circuler dans l'université et voir les locaux, la bibliothèque, enfin, et vous êtes accueillis. Il y a des cours publics aussi où, en fait, des enseignants peuvent assurer des mini-cours. Comme ça, vous entrez à l'amphi, vous allez dans les salles de TD où les étudiants sont, où les enseignants sont présents. Par exemple, on sera au deuxième étage. Enfin, tout est guidé, hein. Vous entrez et vous savez où aller. Et il y a des visites organisées dans la fac. Ça, c'est pas mal quand même, parce que on ne se représente pas forcément le fait que vous soyez présent aujourd'hui ou vous posté, mais c'est vrai que la fac, ça, tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas trop ce que c'est. Parfois, de curiosité d'aller voir comment sur Internet, comment on voit les amphithéâtres. Il faut vraiment y être pour mieux les voir, évidemment. Et puis, il y a des journées d'immersion aussi, en fait. Peut-être que vous en parlez. Bien sûr. Non, on accueille des étudiants aussi qui veulent assister à des cours sur ce plan. Alors justement pour faire la transition, est-ce qu'il y a des questions? Alors je me permets, je prends l'ordinateur. Donc pour faire la transition, je vais vous montrer le site de Cap Avenir. Cap Avenir est, je vous le disais, le lieu dans l'université c'est un peu comme les CIO, sauf que c'est spécifique à l'université. Et on est là pour vous renseigner sur tout ce qui concerne l'orientation. On est là pour accompagner les étudiants sur tout ce qui concerne leur orientation. Et sur le site de Cap Avenir, vous allez trouver toute une rubrique spécifique pour les lycéens. Donc là, lycéens, futurs étudiants, si je clique dessus, vous allez voir que vous avez plusieurs rubriques. Vous avez une rubrique qui s'appelle Immersion individuelle. Et si vous voulez venir passer une journée pendant les vacances de février, dans la semaine du 4 au 8 mars, si vous voulez venir passer une journée soit en faculté d'histoire, soit en faculté d'histoire de l'art sur Quimper, c'est tout à fait possible, il reste de la place. Mais pour pouvoir le faire, il faut s'inscrire sur ce site. Hein, donc ça, c'est très facile et ça vous permet de passer une journée ou une demi-journée à l'université, assister à des cours, rencontrer des étudiants, quelquefois manger au restaurant universitaire, ce qui n'est pas anodin, puisque ça aussi c'est quelque chose de nouveau. Et c'est très intéressant, par exemple, sur Parcoursup, de mettre qu'on a pu faire une immersion à l'université. Donc ça, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, juste techniquement, en fait, pour expliquer, parce que vous allez peut-être vous demander, mais ils ne sont pas en vacances. Non, on a une semaine de vacances. Ça permet en fait d'avoir... on sera en cours quand vous serez sur la deuxième semaine de vos vacances. On sera en cours. Techniquement, parce que c'est juste... Vous avez raison de le préciser. Donc voilà, là, ce sont les immersions. Dans cette rubrique lycéens futurs étudiants, vous pouvez retrouver donc les vidéos, les replays des Instapack, donc des conférences auxquelles vous assistez. Vous pouvez aussi trouver des témoignages d'étudiants de l'université. Donc on a des témoignages en histoire qui viennent compléter le témoignage de Mathis. On a des témoignages en histoire de l'art également, puisqu'on n'a pas pu avoir notre étudiante ce soir. Si vous voulez entendre des témoignages d'étudiants, donc là vous en avez dans cette rubrique. Et puis vous avez une petite rubrique qui s'appelle fiche licence. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça vous décrit, ça vient compléter ce qui a été dit par mes collègues. Et alors, si ça marche, je croise les doigts parce que très souvent, hop. Voilà, je vais prendre le parcours histoire. Vous avez tout un descriptif de la licence, des attendus, des enseignements de première année. Et puis, vous avez une carte mentale
qui vous donne un aperçu. Voilà, une carte mentale qui vous donne un aperçu des différents métiers qu'il vous est possible de faire. Et ben voilà, ça va pas marcher. Bon, ben non, alors chez vous, ça va marcher. Je suis désolée. Donc, quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez une carte mentale qui vous donne une représentation graphique des différents métiers qui sont accessibles avec la licence Histoire de l'art ou avec la licence d'Histoire. Donc, ça peut permettre de se projeter un petit peu en complément de ce qui a été dit aujourd'hui. Ça peut vous permettre de vous projeter sur à quoi peuvent me mener des études en histoire ou en histoire de l'art. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ces outils-là qui, je pense, peuvent vous être utiles en tant que futur étudiant. Et puis, cette conférence sera, je vous l'ai dit, elle est enregistrée, donc si vous avez besoin, vous pouvez la revisionner sur le site de Cap Avenir. Moi, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair et de faire vos choix d'orientation. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. On se tient à votre disposition si vous avez des questions plus personnelles. Merci à vous.